Hello à tous, ici Claire Laplace. Je vous souhaite la bienvenue dans La Boussole, le podcast des parcours qui ne perdent pas le nord. Dans ce podcast, je vous emmène tous les 15 jours à la rencontre des talents du nord de la France. Je suis persuadée que le succès et l'engagement se construisent partout et c'est cette conviction que je veux partager avec vous. Je remercie chaleureusement tous les auditeurs du podcast et tout particulièrement ceux qui ont pris le temps de lui attribuer une note 5 étoiles et de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Cela m'aide à faire connaître La Boussole et à développer le podcast en le rendant visible. Alors si vous appréciez ce travail, continuez. Pour ce nouvel épisode, je reprends des thèmes qui me sont chers. La consommation responsable, notre impact sur l'environnement et la planète de façon générale, et qui résonnent d'autant plus fort en ce moment avec la crise que nous traversons. Cette situation exceptionnelle que nous vivons est propice pour prendre le temps de nous interroger sur ce que nous pouvons faire et comment nous pouvons agir à titre individuel et collectif pour réduire notre impact sur l'environnement. Début mars, j'ai rencontré Timothée Wallard, cofondateur aux côtés de Maude, son épouse, de Manamani. Ils se sont donnés pour objectif de nous faire entrer en beauté et en douceur dans une logique de zéro déchet. Timothée a débuté sa carrière d'ingénieur chez Technip en accompagnement de la transformation digitale. Maude et Timothée ont connu l'expatriation, Émirats Arabes Unis, Corée du Sud et Italie avant leur retour en France. Le déclic pour aller vers le zéro déchet a eu lieu à Rome, après la naissance de leur deuxième enfant. Ne trouvant pas de produits à la fois beaux, fabriqués localement dans des matières naturelles et surtout pratiques, Maude s'est lancée et a conçu et démarré la fabrication des premiers kits démaquillants. Timothée partage avec nous la croissance de l'entreprise, le moment où il a fait le choix de rejoindre Maude dans cette aventure et les projets de développement futur de Manamani. Avec Timothée, nous avons parlé de famille, d'environnement, d'impact, de culture, de déclic, de la création d'une communauté, de consommation responsable, d'organisation, de l'entrepreneuriat en couple et de donner un sens à ce que nous faisons. Vous retrouvez dans les notes de l'épisode les liens vers le site de Manamani, leur page Instagram et des recommandations lecture de Timothée. Mais je ne vous en dis pas plus et vous souhaite une excellente écoute de notre conversation. Bonjour Timothée. Bonjour Claire. Je suis ravie de te recevoir dans La Boussole. Pour ceux qui ne te connaîtraient pas, tu es le cofondateur avec Maude, ton épouse, de la marque Manamani, qui propose en fait une alternative aux produits jetables, notamment essuie-tout, coton démaquillant, etc. Éponge, voilà. mouchoir, voilà, toute une gamme à développer. Et donc vous avez lancé ça, enfin Maude a lancé ça en premier, toi tu l'as rejoint Tout juste après. Donc si tu es d'accord, j'aimerais bien qu'on parle d'abord de ton parcours, puisqu'avant de lancer Manamani, tu as un parcours d'ingénieur, donc ICAM, à Lille. Tout à fait, ingénieur ICAM. J'ai tout de suite après mes études, ma préoccupation, mon envie, c'était de pouvoir bouger, de partir à l'étranger, découvrir un petit peu. Donc j'ai cherché des opportunités pour partir et je me suis retrouvé dans un secteur qui aujourd'hui est un peu à l'inverse de ce que je fais parce que j'étais dans le secteur du pétrole et gaz. Oui. Donc je suis parti d'abord un an au VIE au Qatar. Et après on a vécu 5 ans à Paris. J'ai rencontré Maude pendant cette période-là. Et après on a fait le choix de partir en famille. On n'était que 2 au départ. Pendant 5 ans en expatriation avec 2 ans en Corée du Sud, 1 an à Abu Dhabi et 2 ans en Italie à Rome. D'accord. Voilà, toujours dans le cadre de cette entreprise qui s'appelait Technip. On construisait des installations pour le traitement du pétrole et du gaz. Et voilà, donc je suis rentré par cette envie de voyager, ce qui était tout à fait parfaitement rempli cet objectif. Et on a vécu donc professionnellement un vrai boulot d'ingénieur. Je m'occupais de transformation digitale, amener des métiers de la construction à utiliser davantage d'outils informatiques et amener un petit peu de changement de ce côté-là pour gagner un peu en efficacité dans les projets de construction. Voilà, j'ai passé 10 ans dans cette entreprise avec
de très 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 beaux souvenirs. Pour un ingénieur, c'était vraiment tout ce qu'on peut rechercher dans une école, finalement des défis techniques très intéressants, des grandes envergures, une grande multiculturalité, un nombre de nationalités avec lesquelles j'ai pu travailler qui était très, très important, donc c'était très riche, et une richesse humaine aussi assez incroyable. Alors c'est vrai qu'on a peut-être une mauvaise image de tous ces métiers du pétrole et gaz, mais c'est vraiment des métiers de passionnés. Mm. Il y a vraiment énormément de gens qui aiment particulièrement ce qu'ils font, qui ont développé une très grande technicité et qui sont toujours très 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 heureux d'échanger, de partager, et ce qui fait que c'était extrêmement enrichissant. Donc j'ai vraiment un souvenir incroyable de toute cette période-là. Voilà, donc avec 5 ans d'expatriation qui était très intéressant pour moi, pour mon boulot. Oui. Peut-être plus difficile pour Maud qui m'a suivi, qui a eu le courage de me suivre, et au plus le temps passe, au plus j'admire son choix. Donc ça a été peut-être un peu plus difficile pour elle, d'abord en Corée du Sud, où elle a pu finalement trouver un travail la deuxième année. Ensuite à Abu Dhabi, bon, voilà, ça a été un petit peu plus court parce qu'on a été transféré assez vite en Italie, et en Italie elle a pu commencer à travailler sur le projet de Manamani, sur l'idée, sur le concept et sur les fournisseurs, etc. Voilà, elle a jamais baissé les bras pour s'occuper, avoir une vie dynamique. Elle a repris des études, mais c'était un choix de famille assez engageant et pas forcément facile pour elle. Oui. Pour la personne qui accompagne, c'est vrai que c'est pas toujours évident. Non, c'est pas. Ouais. Alors, on a eu des très belles expériences. On a fait beaucoup de voyages. On a découvert pas mal de pays. On en a profité pour découvrir déjà là les endroits où on a vécu, et puis les alentours. Donc, on a eu des bons moments, mais après, il y a aussi le quotidien très loin de chez soi, que c'est pas la cage, c'est pas le monde doré qu'on peut imaginer en expatriation. Il y a aussi des moments qui sont pas forcément faciles, mais qui sont riches. Oui, puis même ça donne une ouverture d'esprit. Enfin, je veux dire, d'être dans un monde qui est quand même assez différent du sien, d'essayer de nouer des contacts, de développer un réseau. Ouais, tout Ça à fait, demande aussi un certain effort, je pense. tout à fait, de savoir s'adapter, et finalement d'arriver à trouver, c'est toujours ça qui est très, très satisfaisant en expatriation, c'est qu'au bout de quelques mois, ça peut prendre du temps, mais se sentir chez soi. Alors la Corée du Sud, c'est quand même plus difficile de se retrouver vraiment chez soi, mais on a fini par y arriver. Abu Dhabi, c'est peut-être un petit peu plus court, mais c'est vrai qu'à Rome, on a trouvé vraiment réussi à s'adapter, à créer des relations, à se familiariser déjà avec la langue, le mode de vie, et vraiment se sentir chez soi. Et c'est quelque chose qui n'est pas forcément simple à trouver, mais c'est un sentiment qu'on ressent dans le ventre. C'est dire, Oui. voilà, je rentre à la maison, ça peut être un peu loin, mais c'est chez nous. Puis après, peut-être que le mode de vie était un petit peu plus proche du nôtre en Italie. Ça a aidé, et notamment, oui, alors l'Italie, c'est vraiment un pays incroyable à vivre. Déjà, c'est un très beau pays avec une histoire très très riche, mais ce qui était la meilleure surprise finalement, c'était les Italiens. Alors faut pas trop leur parler de football, mais ça tombe bien, moi j'aime pas trop ça, mais ils ont le sens de la vie, de profiter des choses. Ils sont très très dans la relation, dans la famille, dans le bien-être, et vous prenez un métro dans le centre de Rome, les gens se parlent, ce qui n'est pas forcément le cas. Là, on a vécu après à Paris notamment. Oui, c'est différent. Voilà, donc c'était des bonnes expériences. Et tout ce parcours finalement a amené un petit peu à ce qu'on fait aujourd'hui. On a vu plein de belles choses.
des très beaux pays, des très beaux paysages, des modes de vie différents. On a vu des choses qui nous ont choqués aussi. Par exemple. Par exemple, alors la Corrèze, c'est très beau, c'est vallonné, c'est plein de collines avec plein d'arbres. On peut faire des randonnées fantastiques là-bas avec des paysages incroyables. Mais on tombe vite sur le développement urbain qui est abominable. Il y a aucune, c'est absolument pas pensé en termes d'urbanisme. Ils ont un architecte qui a pondu un jour un type de bâtiment qui est une espèce de bâtiment HLM et il duplique Qui est ça à répété l'infini, à ouais. l'infini, à l'infini. D'accord. Et voilà, il cherche le confort plus que l'esthétisme. C'est un premier aspect du développement qui peut être un petit peu choquant. À Abu Dhabi, tout est choquant. Les Émirats Arabes Unis, c'est un endroit où personne ne pourrait vivre en fait. Oui, tellement il fait chaud. Mais tellement il fait chaud et c'est des endroits qui sont trop arides, mais grâce au miracle de l'énergie, quelque part, on est capable de créer des villes complètement artificielles et tout est artificiel. Pas seulement la ville, mais aussi le mode de vie. Les gens s'accrochent beaucoup à l'islam parce que c'est leur cœur de culture, mais derrière, ce qu'ils recherchent, c'est à passer les samedis et les dimanches dans les centres commerciaux et de cramer de l'essence dans les dunes avec leur 4x4. Et donc c'est un mode de vie qui est extrêmement consumériste, mais extrêmement très choquant. À l'excès, et on a constaté ce que j'aime bien dire, ce gaspillage à la fois de ressources, de temps aussi, de bons moments qui sont manqués par ce mode de vie, et ce gaspillage énergétique à mettre de la clim partout, jusque dans les parkings et même dans les rues. Là, ils commencent à mettre des climatiseurs dans les rues pour que ce soit un peu plus agréable de s'y promener. Et un gaspillage, on travaille aussi beaucoup sur les déchets aujourd'hui, mais un gaspillage de déchets, le tri sélectif n'existait pas à l'époque où on y était, et tout ça c'était normal. Tout ça c'était normal. Et puis en plus avec la climatisation à outrance, on recrée encore plus de chaleur. Donc, tout à fait. Alors, les bilans carbone de tout ça sont assez désastreux. Et en Italie ? Et en Italie, alors ils sont quand même beaucoup plus sensibles à leur environnement. Il y a toujours un petit souci de déchets dans les rues parce que ça se voit, parce que les services de ramassage de poubelles sont bien connus là-bas pour ne pas être très 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 au top. Donc on voit beaucoup, et je pense que ça y est participé d'ailleurs à notre prise de conscience, de la quantité de poubelles qu'on aimait chacun de nous pendant une année. On les voyait vraiment bien. Oui, on en prend conscience. On en prend conscience. Alors je pense que c'est un volume qui est plus faible que chez nous en France. Un peu plus faible, mais voilà. Après, en termes d'urbanisme, en termes de préservation des habitats, de l'habitat naturel, on trouve quand même des beaux endroits en Italie pour profiter de la nature. Donc c'est relativement proche d'ici, mais c'est un mode de vie. C'est un mode de vie qui est aussi assez poussé d'un point de vue consommation et c'est en Italie finalement qu'on a eu notre déclic environnemental. Alors je nomme par déclic, c'est vraiment ce passage à l'action. Je pense qu'on en avait conscience de par ce qu'on voyait. On avait peut-être du mal à agir avant, notamment par notre mode de vie qu'on trouvait très confortable comme ça. Mais néanmoins, donc c'est à Rome, en voyant la quantité de couches qu'on mettait à la poubelle pour notre seconde fille. Donc c'est la naissance de notre second enfant. D'accord. Qu'on a eu envie d'agir. Et ça nous a pris Maud comme ça très rapidement en disant mais il faut qu'on fasse quelque chose. Il paraît qu'il y a des couches qui se lavent. Voilà, il y a des couches qui se lavent. Alors au premier abord, on se dit ouf. Mais comme on avait tous les deux très envie,
On avait au fond de nous très envie d'agir sur notre environnement, sur l'empreinte qu'on laissait. On s'est dit banco, on va essayer. Et on a commencé, en fait, le premier geste zéro déchet qui est rentré chez nous, c'est les couches lavables. Alors c'est peut-être aujourd'hui la ceinture noire du zéro déchet, mais notre motivation était telle on a commencé et on s'y est tenu jusqu'à la propreté de notre fille. D'accord. Et voilà, on est rentré dans une démarche de réduction de déchets qui en fait s'est retrouvée très sympa, très ludique en fait. Parce que très vite, en ne mettant plus des couches à la poubelle, on s'est dit que notre poubelle était remplie moins vite. Et c'était quelque chose d'assez amusant. Qu'est-ce qu'on peut faire ensuite ? Quels sont les autres déchets qu'on pourrait remplacer assez facilement ? Alors on buvait déjà de l'eau du robinet, donc il n'y avait pas tant de bouteilles d'eau que ça. Mais Maud a essayé de passer au coton démaquillant lavable et ça a marché. On essaie de changer un certain nombre de petites choses comme ça, petit bout par petit bout, comme on nous le conseille aujourd'hui dans le zéro déchet, c'est de dire chacun a son rythme, pas faire tout en même temps, sinon le risque de rechute est très élevé. Ouais, c'est sûr. Et faut changer une habitude à la fois. Finalement. Changer une habitude à la fois, oui. Ouais. Et avoir des sacs de course. Alors ça, c'était peut-être le plus compliqué, d'aller au marché ou chez n'importe quelle boutique d'alimentation et de dire je voudrais pas que vous me mettiez dans un emballage, mais je viens avec mon propre contenant. C'est quelque chose qui n'était pas forcément évident au début. Et on a surmonté ça aussi, et aujourd'hui on ne fait plus que... C'est devenu nos habitudes de consommation. Et donc on est tombé dans le zéro déchet en fait, de fil en aiguille, sans s'en rendre compte. Même cette notion de zéro déchet, on l'a finalement appris a posteriori après avoir eu envie de faire autrement. D'accord. Et c'est à partir de cette démarche-là, finalement, que Maud s'est dit j'aimerais pouvoir être équipé pour un certain nombre de choses, notamment les cotons démaquillants lavables, et j'aimerais le faire, avoir un produit parfaitement cohérent. Et parce que éviter le déchet est une chose, mais ne pas en créer en achetant un produit qui aura créé d'autres déchets à sa fabrication et qui en créera d'autres à sa fin de vie, c'était quelque chose qui n'était peut-être pas forcément cohérent. Et donc elle a cherché des produits qui soient faits juste à côté de chez nous, donc qui n'aient pas un bilan carbone désastreux en termes de transport, dans des belles matières naturelles vraiment de préférence, avec un sens dans la fabrication si c'était possible, et qui soit aussi esthétique. Parce que c'est pas parce qu'on devient écolo qu'on est obligé de se faire une croix sur le beau. Sur le beau, voilà. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qui est très important et qui est très important dans notre idée avec Manamani. Alors je vais peut-être le faire un peu à la Justine Hutto. J'ai cherché le déodorant parfait, je l'ai pas trouvé, donc je l'ai créé. Mais c'est un petit peu ce qui s'est passé, c'est que Maud a imaginé un premier produit, le coton démaquillant lavable, quelque chose qui soit dans des belles matières, naturelles, ultra pratiques, qui prennent pas trop de place, parce que nos salles de bain, elles sont toujours toutes trop petites, et fait de la bonne façon, et surtout très joli. Et elle a effectivement imaginé un kit tout en un, donc ça, je vous invite à aller voir peut-être une vidéo sur notre site, parce que il faut le voir pour le comprendre. Et donc c'est un produit qu'on a fait breveter, et c'était le premier produit Manamani. Et voilà, alors c'était pas imaginé que ça pouvait être quelque chose qui nous ferait vivre demain, mais donc elle a trouvé des matières, elle a trouvé un atelier d'insertion dans le sud de la France pour en fabriquer 200, et on va essayer. Et peut-être qu'on mettra 8 mois à les vendre, et finalement, au bout de 3 semaines, il n'y en avait déjà plus. Et donc, finalement, ça a rencontré une vraie attente. Et donc, ça a rencontré une vraie attente, et le côté pratique
et esthétique à la fois a beaucoup plu. Et voilà, donc c'était le début de Manamani où on avait envie d'y croire, mais on se disait que peut-être ça allait pas marcher et que c'était pas très grave, on trouverait certainement autre chose à faire. Et pendant un an, Manamani, donc c'est Maud qui travaillait dessus, moi j'étais toujours en poste dans mon pétrole et dans mon gaz. Et elle a passé un an à courir après des capacités de production textile, donc des couturières, des ateliers avec des couturières qui étaient capables de confectionner des cotons démaquillants, des pochons, des filets et d'autres produits qui sont apparus par la suite. Donc de quoi remplacer les essuie-tout, des sacs à vrac pour aller faire les courses. Il y avait quoi? Il y a des lingettes pour les bébés aussi. Il y a des lingettes, exactement, des lingettes pour les bébés à cette époque-là. Ensuite, des emballages alimentaires pour emballer pour remplacer tout ce qui est cellophane et aluminium sur les aliments. Des mouchoirs lavables. Et là, depuis peu, on essaie de sortir des produits tous les mois, avec des éponges lavables. J'avais vu, c'est l'oricurette là pour les oreilles, pour remplacer les cotons-tiges. Ouais, tout à fait. On a fait un essai avec un fabricant qui arrête sa production là. Il était pas. Voilà, faut qu'on change de mode de fabrication. Donc là, on va avoir un petit trou pendant quelques mois sur ces auricurettes, mais elles vont revenir d'ici quelques mois. Mais effectivement, d'avoir des choses lavables plutôt que jetables. Et notre idée, c'est de pouvoir proposer maintenant une marque qui propose des produits pour l'intérieur de la maison, aussi bien pour l'extérieur, aussi bien pour le bureau, et remplacer des produits à usage unique. D'accord. Et du coup, sur le nom Manamani, parce que j'ai vu la dernière, moi j'ai vu passer des stories où vous posiez des questions, Maud et toi, sur le nom. Est-ce qu'il faut moi j'aimerais bien connaître déjà l'origine du nom et pourquoi vous vous êtes demandé s'il fallait faire évoluer ce nom ou pas. D'ailleurs, Alors c'est un nom qu'on aime bien parce qu'il sonne bien. Il vient comme on a beaucoup voyagé à l'étranger, on avait envie de trouver une connotation un petit peu étrangère d'un point de vue sonorité. Alors Mana, c'est le diminutif de Mañana, demain, et Mani, c'est les mains en italien. D'accord. Et donc dire que voilà. demain, on revient à des choses plus simples, peut-être avec faites à la main et des produits qu'on réutilise. Alors la sonorité Mana, Mani, comme ça se répète, c'est l'idée de dire c'est un cycle, on réutilise. Voilà, une petite allitération qui voulait symboliser ça. Pourquoi on voulait changer de nom? Parce qu'on se rend compte que parfois nos nouveaux clients ne retiennent pas, nous découvrent et oublient notre nom et confondent un petit peu Mani, Mana. Et finalement, on a fait un petit sondage auprès de notre communauté pour savoir ce qu'ils en pensaient, et les résultats ont été assez sans appel en disant effectivement c'est peut-être un petit peu dur à retenir, on confond peut-être de temps en temps Mani et le Mana, mais finalement on vous retrouve toujours, et on va rester sur ce nom-là parce qu'on nous connaît comme ça et on n'a pas envie de devoir reconstruire une identité à partir de presque de zéro et et on est content de notre nom, on l'aime bien, on voulait juste tester le potentiel, la potentialité d'autres noms, de faire évoluer, et on a eu quelques pistes et on n'a pas été convaincus, et on va continuer comme ça et on est très content. Et du coup, qu'est-ce qui fait que toi, à un moment, tu te dis je rejoins l'aventure? Parce que donc, vous étiez revenu en France. Ouais, tout à fait. Et c'est quoi le déclic chez toi où tu te dis ça y est, je rejoins Maud, je quitte mon job au CDI, voilà. Alors c'est trouver. Alors il y a plusieurs leviers. C'était déjà un projet de vie de famille. Quand on s'est rencontrés, on est assez fusionnels tous les deux. Et quand on s'est rencontrés, je me souviens d'une visite d'un atelier chez des amis des parents de Maud qui travaillaient ensemble. Et ils avaient leur entreprise et travaillaient à deux. Et je m'en souviens qu'on s'était regardés, on avait eu cet échange en disant ça doit être trop bien de faire ça. D'accord. Et toujours on a eu cette envie. Alors on est parti en expatriation à l'autre bout du monde, s'est retrouvés à deux collés pendant 5 ans.
Et finalement, on est capable de vivre beaucoup de choses à deux et ça ne nous faisait pas peur de se retrouver aussi la journée à deux à travailler sur un projet en commun. Et au contraire, on avait vraiment très envie de ça. Donc il y avait cette envie-là. L'envie de donner peut-être un peu plus de sens à ce que je faisais. Alors déjà, quitter le pétrole et gaz, ça devenait un impératif pour moi à la fin. Alors même si j'étais pas dans cette dynamique-là de climat et d'émissions de CO2, qui est à blâmer? Est-ce que c'est celui qui brûle le pétrole ou celui qui le produit? J'aurais plus tendance à dire il faut arrêter d'en consommer pour qu'on arrête d'en produire. Donc j'étais pas forcément beaucoup plus dérangé que ça aux entournures, mais je me disais j'avais envie quand même de mettre mon énergie dans quelque chose qui avait plus de sens. Et donc j'avais déjà cette envie-là. Alors notre retour d'Italie, moi, m'a fait changer de société. J'ai travaillé dans le BTP pendant 1 an, avant définitivement de rejoindre Maud. Et voilà, alors le BTP, je travaillais sur des projets du Grand Paris, donc ça fait déjà un petit peu plus de sens. Mais j'avais quand même envie d'aller un petit peu plus loin dans cette démarche-là. Et en fait, l'occasion a fait le larron, parce que je voyais Maud, ce qu'a lancé Maud, vraiment bien se développer. Et elle courait après le temps pour faire plus de choses et répondre vraiment à la demande. Et il y avait tout à fait la place pour travailler à deux. Non, on n'était pas trop de deux. Aujourd'hui, on est 3. On a une 4e personne qui va nous rejoindre. Là, d'abord à temps partiel, puis à temps plein. Et l'idée serait de pouvoir être 5 à la fin de l'année. Donc oui, notre idée, c'est de pouvoir grandir et puis développer davantage d'activités et recruter de plus en plus autour de ce projet dont on est super heureux. Et donc toi, en fait, comment vous partagez les rôles avec Maud? Est-ce que c'est des choses qui sont assez définies, chacun son domaine, ou est-ce que c'est plus partagé? Enfin, comment ça se passe? Alors travailler en couple, finalement, on pensait que ce serait peut-être plus simple et ça tombe pas sous le sens. On est passé par tous les stades. On a essayé plein de choses jusqu'à trouver aujourd'hui notre équilibre. Il faut qu'on se sépare les choses. Donc on se sépare vraiment les rôles. Maud s'occupe vraiment beaucoup plus de la communication et aussi de suivi des productions avec les ateliers. Et moi, je vais m'occuper beaucoup plus du développement, trouver de quoi se financer, se faire accompagner, notamment par Réseau Entreprendre. Voilà, je vais m'occuper de ces choses-là, et aussi le développement produit. On a tous un peu dans nos fiches de mission développer des nouveaux produits et penser à ce qu'on va proposer demain pour remplacer encore d'autres choses jetables. Et donc voilà, on a forcément des sujets en commun et on s'en parle beaucoup, mais par contre, quand c'est la responsabilité de l'un, on laisse l'autre. On laisse chacun nos espaces. Ouais, on se sépare un petit peu comme ça, voilà. Oui, tout à fait. Ok, super. Et là, vous avez changé de locaux aussi dernièrement, je crois. Et tout à fait, on s'est installé dans le Vieux-Lille. D'accord. Alors c'est vraiment en mode petite entreprise parce que c'est dans une cave, mais on est très très bien, placé, ce qui permet à nos clients lillois de venir récupérer leurs commandes gratuitement, sans frais de port, et ce qui est très pratique pour nous. Et voilà, on est très bien placé, on est très heureux. Endroit, du coup, donc c'est place au Bleuet. D'accord, ok. Voilà, mais c'est tout frais, on n'a pas encore de plaque devant, mais j'avais vu l'installation des bureaux, je crois, il y avait quelques stories qui étaient passées sur Instagram. Ouais, c'est vrai qu'on essaie de communiquer au maximum sur notre quotidien de notre entreprise, et on est très très content d'avoir maintenant. On a travaillé de chez nous jusque là, et il y a un moment on avait envie de pouvoir vraiment un peu plus séparer le produit perso, et notamment si on voulait recruter. Oui, j'allais dire, pour grandir aussi, à un moment, il faut avoir des locaux à soi. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et comment... il y a les développements produits, mais après, pour aller chercher notamment les ateliers, parce que dans les valeurs que vous mettez en avant, Maud et toi, sur Manamani,
il y a aussi cet aspect atelier d'insertion Tout à fait. et de respecter aussi l'humain dans le sourcing des matières premières. En fait, comment vous arrivez à trouver à la fois les ateliers et aussi les matières premières qui sont respectueuses de l'environnement du coup. C'est vraiment une partie les plus difficiles. Si on est très très exigeant l'un et l'autre déjà de façon perso, et donc on est très exigeant avec nous-mêmes sur nos produits. Et si jamais on n'est pas forcément convaincu par une matière, on va mettre en attente un produit. Alors comment on fait? On essaie de... Déjà, on travaille beaucoup avec nos ateliers qui, eux, connaissent beaucoup de choses, beaucoup plus que nous. Et on leur fait souvent beaucoup confiance. Alors on vient avec une première idée et le livre est complètement ouvert. Donc on a des beaux échanges avec eux. Ils nous suggèrent un certain nombre de choses, on nous donne des options et on travaille vraiment main dans la main avec eux. Ce qui est un avantage de travailler avec des ateliers de proximité, c'est qu'on va les voir. On va les voir sur une matinée ou sur une journée et on peut avancer très très rapidement. Et, alors le choix des matières, alors sur le textile, c'est vrai que c'est assez compliqué. On utilise énormément de coton aujourd'hui, du coton qui vient toujours de très loin. Ce qui fait que nous, on a eu envie d'utiliser un maximum de matières locales. Alors on a commencé avec du chanvre qui pousse beaucoup, beaucoup, beaucoup en France, mais qui est utilisé beaucoup dans la construction, dans d'autres utilisations, dans les cosmétiques, dans d'autres utilisations que l'habillement finalement. Et finalement, on s'est tourné beaucoup vers du lin. Oui, j'allais dire, en plus dans la région, il y a quand même pas mal de cultivateurs de lin. Il y a énormément de cultivateurs de lin. Il y a des filatures, il y a pas des filatures, des tissages. Des tailleurs, et puis... qui sont vraiment juste à côté de chez nous et avec lesquels on travaille. Et il faut... notre idée, c'est de pouvoir utiliser un maximum de lin pour recréer une filière 100% lin. Aujourd'hui, le filage est beaucoup fait en Pologne. Voilà, l'idée, ce serait de pouvoir faire grossir la demande et pouvoir recréer ce genre de filière ici. Donc, il y a des... Donc ça fait partie de nos missions, de trouver les bonnes matières. Après, on n'exclut pas un jour d'utiliser du synthétique si c'est là vraiment c'est le meilleur choix. Le meilleur choix possible et qui permet d'éviter autant de déchets. Il faut qu'on puisse faire ce choix, même si c'est un peu moins biodégradable. Donc pas du tout. Donc on n'est pas complètement fermé dans une démarche. On essaie de maximiser la matière naturelle. Après, sur les ateliers, ça c'était vraiment la très grosse difficulté, c'était de trouver des capacités de production. Alors, quand on est tout petit, qu'on va en faire une centaine, on passe pas en priorité. Donc c'est pour ça qu'on a découvert tous ces ateliers d'insertion et ça nous a vraiment beaucoup... on a vraiment adoré travailler avec ces ateliers et travailler avec ces hommes et ces femmes qui sont extrêmement heureux de trouver des structures qui les intègrent, qui les forment pendant 2 ans à un beau métier en plus. Et donc on a eu envie vraiment de travailler exclusivement avec des métiers d'insertion. Après, ça a ses limites parce que comme ils sont aussi formateurs, ils aiment bien travailler sur des projets différents. Et ils n'ont pas forcément les capacités pour créer autant de volume qu'on le voudrait. Donc, mais notre idée, ce serait de pouvoir travailler toujours avec une part minimum d'ateliers d'insertion, peut-être un quart, un tiers, et le reste en atelier en entreprise normale. Et de cette manière-là, de pouvoir alimenter finalement un cycle de monter en compétences, de remonter en compétences en France du textile. C'est-à-dire trouver des gens sans emploi, qui ont des parcours de vie peut-être difficiles, pouvoir recréer une compétence de confection textile qui aille ensuite pérenniser le tissu économique local qui sont capables d'aller travailler chez Le Mailleux, chez d'autres ateliers de confection. Et du coup, vous travaillez un petit peu avec Nordcrea
là-dessus ou Non. pas forcément sur le textile Non. Non. Non, d'ailleurs, je ne connais pas. Eh ben, en fait, ils sont basés à Roubaix et ils sont reliés à tout ce qui est tout ce qui est les métiers du textile et faire revivre en fait justement des savoir-faire, recréer des savoir-faire. Ils font notamment les Fashion Green Days, ce genre D'accord. de choses aussi pour sensibiliser à l'upcycling, à D'accord. la consommation plus responsable, etc. Et effectivement, il y a toute une activité autour Oui. des métiers de la mode Mm. à Roubaix. Oui. Non, alors c'est vrai qu'on n'est pas allé taper à toutes les portes pour le moment. Ça fait que quelques mois qu'on est revenu vraiment à Lille et ça faisait partie aussi du choix de se réinstaller à Lille, c'est parce qu'il y a tout un tissu, Il y a quand même un bel écosystème. tout un écosystème très très porteur, à la fois d'entrepreneurs qui sont peut-être pas forcément du même métier, mais et puis c'est une terre de textile et comme nos produits vont être essentiellement textiles. Ça avait Ça fait sens. tout son sens de revenir ici. Oui. Ouais, mais je te donnerai les contacts. Ouais. Ah bah volontiers, oui. Oui, du coup, ce que je me demandais aussi, donc il y a le réseau Entreprendre, tu en parlais. Donc finalement, pour le moment, c'est, on va dire, dans les accompagnements extérieurs. Parce que je trouve que quand on lance aussi son business, c'est important de ne pas se retrouver seul. Alors vous êtes à deux, mais d'avoir en fait autour de soi des personnes qui peuvent conseiller, accompagner, sur différents aspects. Donc du coup, pour le moment, c'est surtout via Réseau Entreprendre. Et pour le ça moment, oui, on vient de rentrer dans ce qu'ils appellent leur programme Warm-up, Oui. qui va nous amener en comité d'engagement pour savoir si on serait éventuellement lauréat pour les 3 années suivantes. Et donc on a bénéficié déjà d'un certain nombre de contacts avec Réseau Entreprendre. Et c'est vrai que nous on a quand même pas mal de lacunes. On fait ce business vraiment avec nos tripes. On s'est jamais dit qu'on serait entrepreneur un jour. On n'a jamais pas vraiment cherché à l'être. On est très content de l'être et on va faire tout ce qu'il faut pour que ça marche et que ça grandisse vraiment bien. Mais on a pas mal de choses sur lesquelles on n'était pas forcément préparé, notamment sur faire un business plan, une étude de marché et tout ça, établir une vision, savoir travailler en couple, travailler c'est quoi un canal de distribution, c'est quoi du marketing digital et tout ça. Finalement, moi j'étais dans des métiers assez éloignés de ça et Maud était juriste à la base. Voilà, donc on apprend tous les jours et l'aide d'un réseau tel que Réseau Entreprendre, c'est inestimable pour nous. C'est tous les échanges qu'on a pu avoir nous amènent beaucoup plus de questions que de réponses, mais c'est plein de questions sur lesquelles on est aiguillé pour trouver des bonnes réponses de notre côté et c'est hyper enrichissant. Et voilà, en plus Réseau Entreprendre a des valeurs qui nous parlent. Ils sont très centrés sur l'entrepreneur et sur comment aider vraiment l'entrepreneur plus que le business. Oui. Et en fait c'est ça, c'est trouver des ressources en nous ou à l'extérieur pour qu'on se développe. Donc Réseau Entreprendre, c'est canon. J'espère qu'on ira loin avec eux, le plus loin possible. Je croise les doigts pour vous. C'est gentil. Et donc c'est quoi ? En fait, je me rends pas compte en termes de volume. Alors je sais pas après si c'est des choses dont tu veux parler, mais qu'est-ce que ça représente c'est quoi vos objectifs en fait en termes de volume de vente ? Pour l'instant, on est vraiment tout petit. Maud a lancé son auto-entreprise au départ et au bout d'un an, elle avait déjà à 100 000 euros de chiffre d'affaires. Donc il était temps de fermer l'auto-entreprise parce qu'elle allait toucher les plafonds. Et là, pour la deuxième année, notre objectif, c'était de faire un peu plus de 200 000 euros. Donc c'est vraiment doubler dans les doubler chaque année dans les 3 prochaines années. Et surtout d'élargir notre gamme. Donc le produit qui nous porte le plus, c'est notre kit démaquillant, qui est souvent le premier geste qui rentre dans une famille ou dans un foyer. Et donc du coup, c'est vraiment
cette démarche zéro déchet est encore vraiment au début. Et donc on est assez porté par ça. Mais derrière, c'est pouvoir proposer l'ensemble de la gamme. Et oui, donc grossir en termes de volume et s'appuyer sur des boutiques vrac qui s'ouvrent. Il y en a beaucoup qui s'ouvrent Oui, en France. Là, je disais que le vrac avait augmenté de 40% cette année. Et donc on est tiré par ce mode de consommation et on voudrait se positionner dans chacun de ces points de vente et pour faire connaître au maximum notre offre. Oui, c'est vrai que ça permet de donner de la visibilité, quoi, finalement, à la marque. Parce que même moi, j'étais quand même assez étonnée de la communauté que vous avez réussi à fédérer autour de Manamani. Enfin, Oui. C'est quand même, en 2 ans d'existence, assez fou, quoi. Enfin, je veux dire, c'est quand même une toute jeune marque et finalement, il y a quand même déjà une grosse communauté derrière. Oui, tout à fait. Ça, c'est tout ce qui est Instagram, c'est vraiment le travail de Maud. Elle a fait un travail incroyable là-dessus. Et alors, ce qui nous a porté, c'est finalement d'être au bon endroit au bon moment. C'est que on avait peur d'être un peu les extraterrestres à proposer un truc d'écolo jusqu'au boutiste, et qu'en fait finalement c'est une démarche qui parle à de plus en plus de monde, et donc de plus en plus de monde a envie de s'y mettre parce qu'elle n'est pas si compliquée, et elle permet elle permet de prendre du recul sur son mode de consommation et d'arriver à un mode de consommation un petit peu différent qui est beaucoup moins centré sur avoir la chose et qui est plus centré sur profiter Et plus vertueux finalement. c'est plus vertueux, c'est plus l'être que l'avoir finalement. Et donc c'est se dire en fait, est-ce que j'ai besoin de tout ce que j'achète, quoi. Et c'est ce qui derrière le zéro déchet nous a rendu beaucoup plus heureux finalement dans notre mode de vie, et je pense qu'on est vachement porté par cette dynamique là, que le zéro déchet c'est pas forcément qu'une histoire de poubelle, c'est aussi il y a plein de choses qui viennent derrière, et les gens en parlent en fait, les gens en parlent beaucoup, et de proche en proche en fait l'envie d'essayer émerge, et nous on est content de pouvoir faire profiter de notre offre, et donc je pense qu'on est porté par ça. Il y a aussi beaucoup d'influenceuses exclusivement qui nous ont aidés à nous faire connaître, et là-dessus c'est vraiment un mode d'échange très 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 bienveillant. On a des bons échanges avec elles, qui aiment bien ce qu'on fait. On leur partage aussi nos produits, et finalement ça nous a aidé à faire vraiment grandir notre communauté. Et c'est des gens avec qui on noue des relations particulières qu'on a pu rencontrer, et avec qui on aime bien travailler. Oui, des relations qui sont durables, voilà, c'est important aussi. Puis je pense qu'il y a quand même une prise de conscience globale. Moi j'en ai parlé dans plusieurs épisodes de La Boussole avec différents invités sur notre mode de consommation, de se rendre compte que finalement nous en tant que consommateurs on peut avoir un véritable impact dans nos choix de consommation sur l'impact qu'on a sur la planète, sur les déchets, sur aussi qui on fait travailler pour produire à la fois ce qu'on porte, ce qu'on mange, ce qu'on utilise au quotidien. Et je pense que c'est pas qu'une histoire de bobo, enfin voilà, c'est pas qu'une histoire de milieu plus favorisé, c'est pas forcément ça. Et je pense que tout le monde se dit qu'il peut être acteur du changement, et que ça peut même être économiquement plus rentable. Enfin, je sais que vous aviez communiqué là-dessus en disant voilà, sur 5 ans, tu utilises des cotons démaquillants, ça te coûte tant, t'en utilises tant de quantité, ça consomme tant d'eau, machin, etc. À côté de ça, tu utilises des cotons lavables, voilà ce que ça te coûte et ce que ça consomme. Et donc, que finalement, sur un geste qui peut sembler assez anodin, on va dire, juste les cotons démaquillants, on peut avoir un vrai impact. Oui. Et je crois que moi je le sens en tout cas comme une prise de conscience globale. Et donc ça m'étonne pas, enfin quelque part je suis heureuse que Manamani fonctionne bien,
Mais je pense que ça rentre complètement dans cette prise de conscience. Tout à fait. Et, et j'ai envie de dire, c'est presque la partie immergée de l'iceberg, se dire je passe au mouchoir lavable ou à l'essuie-tout lavable, finalement, parce qu'un rouleau d'essuie-tout, ça coûte vraiment rien. Un rouleau d'essuie-tout jetable. Effectivement, en achetant nos produits, vous allez peut-être avoir un investissement de départ peut-être plus élevé, mais qui va se rentabiliser dans le temps. Ça, c'est la petite économie qu'on fait en passant au zéro déchet. En fait, la grosse économie, elle est derrière ça. C'est qu'en rentrant dans ce mode de consommation-là, on finit par se rendre compte de beaucoup de choses. On finit par se dire, en achetant un rouleau des essuie-tout lavables, il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus, qu'on ne fait plus subir à finalement l'environnement. C'est la fabrication du rouleau jetable qui nécessite énormément d'eau, énormément d'énergie à fabriquer. D'ailleurs, on a un article sur notre blog que je vous invite à lire qui s'appelle Lavable versus jetable, qui était un petit peu je vais faire une digression, mais un des points fondateurs de la création de Manamani, c'est que moi, en bon ingénieur, une des premières objections que j'ai pu faire à Maud au départ, c'est mais en fait, est-ce que c'est vraiment plus écolo ? Est-ce qu'on ne remplace pas un usage par un autre et finalement, le fait de faire des lessives pour laver nos essuie-tout ou nos couches, est-ce que c'est pas pire que d'en faire fabriquer et d'en jeter ? Comment ça se compare ? Et alors Maud qui est beaucoup plus intuitive m'a dit mais non, mais c'est évident, c'est du bon sens. Et j'ai dit bah non, c'est pas forcément. Faut me le montrer. Ouais. Voilà. Ça a dû l'énerver sur le coup, mais j'ai passé beaucoup de temps à ouvrir des analyses de cycle de vie, et notamment j'ai trouvé des analyses de cycle de vie de Kimberly-Clark, donc ce grand fabricant anglais de produits à usage unique tels que des mouchoirs ou des essuie-tout, et j'ai fait une analyse comparative sur l'usage d'essuie-tout et de mouchoirs entre du lavable et du jetable, et avec leurs données. Et finalement, je me suis rendu compte que même sur de la quantité d'eau qu'on utilise, c'est plus vertueux de laver dans nos machines. Parce que fabriquer de l'essuie-tout tout blanc nécessite énormément d'eau. Énormément d'énergie aussi pour fabriquer la pâte à papier, alors pour la blanchir, et puis des produits aussi qui sont pas forcément... On utilise beaucoup de chlore pour blanchir. Et que finalement, je me suis rendu compte de tout ça. Il y avait tout un monde derrière mon rouleau d'essuie-tout. Et c'est quelque chose, je reviens sur le zéro déchet, c'est quelque chose que finalement on se rend compte en passant au zéro déchet, c'est tout ce qu'on évite. On ne crée pas des déchets supplémentaires. On ne crée pas des déchets supplémentaires, mais aussi bien en aval qu'en amont. Et finalement, cette logique-là, on a acquis avec ce zéro déchet cette logique-là et on l'applique à tout. C'est-à-dire, typiquement, acheter des légumes, je vois origine Espagne. Aujourd'hui, je vois ma courgette dans un camion, puis peut-être dans un autre camion qui arrive dans un centre de dispatch à Rungis et encore dans un autre camion. Dans un entrepôt frigorifique, et puis tout ça. Exactement. Et finalement, on a appliqué ça aussi sur la façon dont on s'habille et sur nos vacances, sur tout. Et du coup, on s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'ai vraiment besoin de tout ça, vu tout ce que ça implique ? Le numérique, moi qui travaillé dans la transformation digitale, j'ai pris conscience, grâce à ça, qu'un film qu'on regarde sur Netflix, c'était beaucoup plus qu'un film qu'on regardait sur Netflix. Netflix, c'est 15% de la bande passante mondiale. C'est des serveurs qui sont bourrés d'électronique avec plein de matériaux différents. Donc dans des cartes où rien n'est recyclable tellement tout est composite. Qu'il faut climatiser pour pas qu'il surchauffe. Qu'il faut climatiser, donc faut équiper, il faut climatiser, c'est énormément d'énergie. Et
puis, il faut transporter le signal à travers des continents, sous les océans, et c'est énormément de câbles, c'est énormément de routeurs, en plus de mon ordinateur ou de ma télé ou de mon smartphone, qui lui aussi a une grande histoire. Et voilà, donc on a vu tout ça. Au départ, c'est pas très agréable, parce qu'on se dit, mais en fait, je pèse beaucoup plus lourd que ce que je veux bien croire. Et donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Et donc, en fait, petit à petit, on a fini par dépenser notre argent dans des restos et plus des moments et se faire plaisir du moment. C'est pour ça que je disais c'est un mode de vie qui nous amène plus de l'avoir vers l'être. Et il y a énormément de choses qu'on n'achète plus. Et finalement, nos économies, elles sont surtout, dans notre mode de vie, elles sont surtout là. Beaucoup plus que dans l'économie du simple essuie-tout qu'on se met à laver. Mais il y a beaucoup de choses qu'on n'achète plus. Et parce qu'on n'a plus du tout envie de les acheter. Oui, finalement, c'est un changement global. C'est un changement global. Et ça, au final, après, ça va être peut-être un peu... pas ésotérique ce que je veux dire, mais en fait, ça rend beaucoup plus heureux. Pas ésotérique, mais pas... j'ai pas envie de faire croire que c'est... Non, mais du coup, tu te sens plus en harmonie avec tes valeurs, de dire, mon mode de vie rencontre ce en quoi je crois et ce qui compte pour moi, finalement. C'est ça aussi. Oui, tout à fait. Ouais, mais je pense que c'est une question que beaucoup de personnes se posent aussi. On voit en tout cas que sur ces sujets-là, qu'il y a des prises de conscience globales et que les choses évoluent. Alors, on ne modifie pas toutes les habitudes. C'est ce que tu disais finalement au début, c'est que une chose à la fois, on peut faire évoluer notre façon, notre mode de vie pour qu'il soit peut-être moins consumériste et plus respectueux globalement de la planète. Sur tous les aspects, quoi. Oui, tout à fait. Et si d'ailleurs demain on nous disait qu'il n'y a plus de problèmes environnementaux, qu'en fait on peut consommer à gogo comme on veut comme avant, et je pense qu'on ne reviendrait même pas à ça, parce que ça nous rendait pas forcément plus heureux, et qu'à l'inverse, se dire qu'on a besoin de moins de choses et plus profiter de moments que de choses, ça rend beaucoup plus heureux. Et voilà, donc nous aujourd'hui on serait absolument incapable de revenir en arrière sur quoi que ce soit, et pas parce qu'on s'est puni, pas parce qu'on a été culpabilisé du monde dans lequel nos enfants allaient vivre, c'est simplement que ça nous rend plus heureux. Oui, ça vous ressemble plus, quoi. Voilà. On vit en ligne, en phase avec nous-mêmes. Et alors c'est vrai qu'on écoute moins la pub, mais en même temps, c'est pas très grave. Non. Pour nous, être passé au 0 écran à la maison, c'est un choix de vie aussi, pour notre petit garçon. En fait, ça nous manque absolument pas, quoi. Quand on se rend compte qu'on avait des habitudes qui nous apportaient rien de bon. Au final, c'est clair, oui. Et quand on les quitte, après, une fois qu'on est passé le moment où il faut un peu se déshabituer, si on peut dire, en fait, on est vachement mieux, quoi. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Donc, voilà. Donc, du coup, vous, sur Manamani, un nouveau produit par mois, c'est ça un peu l'objectif? C'est ce qu'on aimerait faire. Après, on va pas prendre de raccourcis parce que il faut qu'on les fasse bien. Il faut qu'on les fasse soit des bons produits, soit pratiques, vraiment durables, qui soient faits de la bonne façon, dans les bonnes matières. Donc on a des idées pour des produits tous les mois. Ça se peut qu'on loupe un mois ou deux comme ça parce que on va être très exigeant. Mais voilà, le prochain gros morceau, ça va être de relancer une gamme cosmétique. Oui, parce que j'avais vu qu'au début, c'était les deux, et là, maintenant, il n'y avait vraiment que les produits lavables ou réutilisables, parce qu'il y a aussi les pailles en inox, etc., donc c'est un peu différent. Oui. Et donc, repartir sur le cosmétique. Et c'est de se proposer des solutions aussi pour remplacer tout ce qui est gel douche, bouteille de shampoing, des déodorants, des dentifrices à terme, des baumes pour le corps. Voilà, on a toute une idée on a plein
plein de projets, il faut qu'on trouve le temps de bien les développer, toujours de la bonne façon. Et on va y aller à notre rythme. Il y a plein d'autres projets qui se font en parallèle de nous. On est très content que d'autres marques se lancent aussi. Sur d'autres idées. Le tout est de faire grandir un petit peu l'assiette, le gâteau de ce mode de consommation, et on n'a pas envie de manger celui de nos concurrents de l'Amazona. En fait, on fait juste grandir le gâteau, on fait juste grandir notre communauté auprès de gens qui ne nous connaissent pas encore et qui ne connaissent pas forcément, qui ne sont pas encore rentrés dans ce mode de consommation-là. Et c'est tant mieux, chaque projet qu'on peut voir émerger, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Oui, c'est sûr. Et je vois, Timothée, que le temps passe. Oui. Et du coup, je voulais te poser quelques questions rituelles de ce podcast. D'abord, je ne sais pas si tu lis beaucoup et si tu as un ou plusieurs livres. Alors, ça peut être de la littérature, du business à conseiller à nos auditeurs. Oui, je lis beaucoup. Je lisais exclusivement des romans. Là, aujourd'hui, j'arrive à lire un petit peu des choses plus business. Moi, je vais... Avec mon profil d'ingénieur, il y a un livre qui m'a beaucoup aidé à voir un petit peu les grands enjeux environnementaux, et notamment climatiques, et du rapport entre le climat et l'énergie. C'est Jean-Marc Jancovici qui a écrit, alors je ne me souviens plus de son livre, Sans idées reçues, Dormez tranquille jusqu'en 2100. Voilà. D'accord. Ou autre idée reçue sur le climat. Jean-Marc Jancovici, c'est un ingénieur, donc ça parle bien d'un ingénieur qui fait des très bons parallèles très intéressants entre des enjeux climatiques et énergétiques. D'accord. Et aussi sur l'économie, le PIB, etc. Donc voilà, moi ça m'a beaucoup... c'est extrêmement intéressant de comprendre en fait ce que c'est qu'un litre de pétrole. Qui va vous expliquer ce que c'est qu'un litre de pétrole et ce que ça représente en termes d'énergie humaine, etc. Et pourquoi on est complètement accro au pétrole. Alors j'ai découvert ça après finalement avoir travaillé dans le pétrole et gaz. Mais c'est extrêmement intéressant. Donc Jean-Marc Jancovici, oui, comment c'est très connu, hein, il est membre du Haut Conseil pour le climat. Et oui, son nom me disait quelque chose. On en entend parler assez régulièrement. Si un jour vous arrivez à l'inviter dans votre podcast, je pense que vous aurez de l'écoute et vous passerez un bon moment. Et après, peut-être un deuxième livre qui est aussi extrêmement intéressant sur le pétrole, c'est ce qui permet de vraiment prendre conscience pourquoi notre monde est comme ça et quelle influence le pétrole a sur le monde tel qu'il est aujourd'hui. C'est le livre de Mathieu Ozano, Or Noir. D'accord. Voilà, donc c'est pas des romans. Je cherche, alors en fait... peut-être que vous avez des idées à me conseiller. Je cherche surtout, j'aime beaucoup les fictions et je chercherai un livre de fiction qui soit pas le monde futur où les voitures volent, mais l'alternative, enfin pas l'alternative, mais l'autre côté de la fiction qui serait aussi probable, c'est est-ce que notre monde de demain serait pas plutôt la petite maison dans la prairie que Minority Report. Oui. Et aujourd'hui, je ne connais pas des livres de fiction qui imaginent l'avenir autrement qu'avec un super développement de type Isaac Asimov et tout ça, qui sont des livres très, très intéressants. Mais voilà, donc moi je suis très, très roman et j'ai besoin de ça. D'ailleurs, je pense que la prochaine question, c'est peut-être... Ouais. Et du coup, si tu veux un conseil, moi je suis en train de lire un livre, alors c'est Leonora Miano, ça s'appelle Rouge Impératrice. D'accord. Et en fait, c'est dans un futur que ça se passe en Afrique. Et en fait, les réfugiés sont pas comme nous maintenant, les Africains, mais en fait, les anciens Européens. Ouais. Et je suis au début, D'accord. mais ça pourrait peut-être te plaire. C'est D'accord. assez intéressant parce que du coup, c'est un renversement un petit peu du monde tel qu'il est aujourd'hui. Ouais. Et c'est assez passionnant. J'ai commencé ça. Je regarderai. Parce que je pense que c'est important jours, voilà, et ça m'occupe un peu le soir avant d'aller au lit. Quoi. Je pense que c'est assez important de revoir un peu nos imaginaires pour demain. Et
je ne peux pas dire à mes enfants qu'ils connaîtront la voiture volante, ou même j'en suis quasiment sûr que ça n'existera pas et que peut-être leur imaginaire ce sera un retour à ce qu'on faisait avant et voilà, réinventer notre monde avec moins. À quoi ça va ressembler? Ouais. Ça peut être intéressant. Et après, est-ce que tu as des rituels dans tes journées, des moments qui sont importants pour toi? Peut-être des moments avec Maud ou des... Ah bah ça toujours, oui, ça toujours des moments privilégier aussi les moments où on parle pas de boulot et c'est un petit peu mon moment rituel et puis oui, passer un petit peu de temps à lire aussi. Après on aime bien se bousculer un petit peu dans nos vies, de faire et de déménager, de partir à l'autre bout du monde, et peut-être qu'on aura envie de déménager un jour, donc des rituels bien établis tels que aller retrouver mes amis tous les jeudis soirs, ça c'est pas moi ça, mais j'aime bien effectivement aller voir, mais je suis pas spécialement un homme à rituel, non. D'accord. Et ce podcast s'appelle La Boussole. Donc la boussole, ça montre le nord, ça montre une direction. Est-ce que toi, tu auras envie de faire passer un message là-dessus? Ce serait peut-être en lien avec ce qu'on vient de se dire, c'est de repenser notre image de demain vers quelque chose de plus sobre. Et finalement, notre nord, c'est de se dire le futur, c'est moins, c'est avec moins. C'est mieux, mais avec moins. Et se dire, je sais pas, prendre un exemple très concret, est-ce que le développement de la 5G en France, c'est quelque chose d'intéressant? Non, je pense que c'est plutôt le sud de la boussole. Le nord, ce serait plutôt de dire gardons les installations existantes qu'on a et on en a plus qu'assez pour communiquer, et même peut-être même déjà trop. Voilà, c'est plus réfléchir notre idée de demain. D'accord. Et enfin, est-ce qu'il y a un invité que tu voudrais me conseiller, que tu aimerais bien entendre à ce micro? J'aurais adoré que Maud soit là. Peut-être une Maud pour une prochaine fois. Pour une prochaine fois, mais parce que c'est quelqu'un que, non seulement que j'aime très fort, mais que j'admire dans tout ce qu'elle a fait. Mon frère a monté une entreprise qu'il a fermée là depuis. Il n'était pas arrivé aux objectifs qu'il voulait, mais de crowdfunding d'entrepreneurs du Nord. Où il s'est battu comme un diable pendant 7 ans pour faire émerger cette entreprise, et voilà, c'est intéressant de discuter avec lui sur l'entrepreneuriat aussi, sa vision sur le financement alternatif, tout ça. Donc, voilà, il s'appelle Grégoire. D'accord, Grégoire Ballard, je retiens. Voilà. Ça marche. Merci beaucoup, Timothée. Merci Claire de m'avoir reçu. Et puis bien sûr, je mettrai toutes les infos sur Manamani dans les notes de l'épisode, ainsi que les références des livres que tu as cités. Merci beaucoup Claire. J'espère que cet épisode vous a plu. Vous retrouverez dans les notes de l'épisode les ouvrages et les initiatives évoquées pendant notre conversation. Si vous souhaitez me contacter ou échanger sur le podcast, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à laboussolepodcast, tout en minuscules, tout attaché, @gmail.com. Je vous remercie et vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode de La Boussole.